l'avenir nous appelle vers un monde plus beau. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. En ce début de siècle, la France poursuit sa révolution industrielle. 30 ans après la répression sanglante de la Commune, les ouvriers ont retrouvé quelques forces. Ils sont maintenant des millions. Un syndicat existe depuis 1895, la Confédération Générale du Travail, CGT, qui développe son action à l'écart des partis qu'elle dédaigne. Un homme politique, pourtant, s'adresse au monde ouvrier, Jean Jaurès. Il faut que cela cesse. C'est une honte, ces salaires de 14 à 15 francs par semaine, ces salaires de famine, ces salaires de misère. Voilà ce que je veux dire, non seulement aux travailleurs, non seulement aux prolétaires, mais à tous les hommes qui ont un cœur d'homme, à tous ceux qui ont quelques soucis d'humanité et de justice. Jean Jaurès est né à Castres, au milieu du XIXe siècle, dans une famille paysanne aux origines modestes. À l'âge de 18 ans, Jaurès est reçu premier au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Arrivé fort jeune à Paris, je fus saisi un soir d'hiver d'une sorte d'épouvante sociale. Et je me disais, par quel prodige ces milliers d'individus souffrants et dépouillés subissent-ils tout ce qui est? Professeur à la faculté de Toulouse, Jaurès s'oriente vite vers la politique. Il est élu député du Tarn en 1885, il a 26 ans. Républicain, il siège au centre-gauche. Mais ses propositions sociales, sa sensibilité et sa connaissance des milieux ouvriers le conduisent vers le socialisme. Un patron républicain écrira en 1887 « Je vois avec peine Monsieur Jaurès prendre une couleur bien vive ». Jaurès s'engage plus encore en soutenant la grève des mineurs de Carmaux en 1892. Tribun, ses prises de parole pour une société sans classe marquent les esprits. Le socialiste Vincent Auriol dira de lui « Soudain, jaillissait l'idée, drue, éblouissante. Sa pensée s'élevait et élevait son auditoire avec lui. » En 1904, Jean Jaurès fonde le journal L'Humanité, militant sans relâche pour la paix, l'humanisme et l'unité des socialistes. L'unité des socialistes. Il y a longtemps qu'ils en parlent, longtemps que leurs camarades de l'Internationale les conjurent. Socialistes français, unissez-vous. Depuis la fin du XIXe siècle, pas moins de 5 petits mouvements se réclament de la classe ouvrière et du socialisme. Alors, après tant de divisions et de querelles, 1905 sera le congrès de l'unité. Ils sont tous là à Paris, près de la porte Saint-Denis. Ils sont tous là en ce dimanche d'avril au Café du Globe, les membres du Parti socialiste français et ceux du Parti socialiste de France. Il était temps qu'ils se retrouvent, les anciens communards, les broussistes possibilistes, les blanquistes vaillantistes, les almanistes et les socialistes indépendants. Désormais, il va leur falloir apprendre à vivre ensemble, apprendre à accorder république et révolution, patriotisme et pacifisme, choisir entre le fusil et le bulletin de vote. Choisir aussi le nom de ce parti unifié, ouvrier, socialiste, révolutionnaire. Après de longues palabres, on se met d'accord sur Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, et on décide d'entonner l'Internationale qui remplace la Carmagnole. Tout le monde ne chante pas à l'unisson. 2 hommes s'affrontent, Jean Jaurès et Jules Guesde. Guesde, ouvriériste et marxiste, veut une organisation centralisée,
Jaurès imagine un parti humaniste, en prise avec la société, ouvert sur l'Europe et sur le monde. Une alliance délicate. Dans la charte du nouveau parti, ce sont les mots des disciples de Jules Guesde que l'on retrouve et leur méfiance du pouvoir. Tout en poursuivant les réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, notre parti a pour but de transformer la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste. Nous ne sommes pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classe et de révolution. « 9 ans ont passé depuis le Congrès du Globe. La coexistence n'est pas toujours paisible entre camarades. Mais face à Jules Guesde, Jean Jaurès s'est vite imposé comme le grand fédérateur des socialistes français. Par l'ampleur de ses vues, la vigueur de son verbe, la force et la chaleur de ses convictions, il exerce un véritable ascendant sur les militants. Les socialistes ont aussi trouvé un écho dans le pays. Une centaine de députés SFIO siègent au Parlement. Une chambre exclusivement masculine. Les femmes n'ont le droit ni de voter ni d'être élues. Ce n'est alors pas la préoccupation majeure des socialistes français. La question des droits de la femme se résoudra avec l'avènement de la révolution prolétarienne, a-t-on l'habitude d'entendre. Sur 93 000 adhérents que compte la SFIO en 1914, seules quelques centaines de femmes sont membres du parti. En ce début de siècle, les suffragettes françaises sont bien isolées, et quand on évoque leur combat, c'est pour le tourner en dérision. Dans quelques mois, cette satire n'amusera plus ces hommes qui vont vite abandonner poupons et biberons pour rejoindre leur garnison. « 1914. L'appel aux armes retentit dans tout le pays. Depuis 1911, la France se prépare à la guerre, une guerre qui semble désormais inévitable. En Europe, les marchands de canons prospèrent et personne dans le monde ne croit durablement à cette paix armée. En France, la durée du service militaire est portée à 3 ans. Les protestations des socialistes et des radicaux n'y feront rien. Au fil des mois, les militants de la SFIO, divisés, déchirés entre leur foi pacifiste et leur attachement à la nation, semblent se résigner à la logique du conflit. Rares sont ceux qui osent encore entonner le 5e couplet de l'Internationale « Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs ». La voix discordante de Jean Jaurès se fait entendre dans ce concert guerrier. Infatigablement, profitant de toutes les tribunes, patriote et pacifiste, Jean Jaurès va se battre pour la paix des peuples. Dans une course obstinée, Jaurès parcourt l'Europe de Bâle à Berlin, exhortant ses camarades de la 2e Internationale à mobiliser leur opinion publique pour faire pression sur les gouvernements. Jaurès réunit des foules considérables et pousse les ouvriers français à fraterniser avec le prolétariat allemand. Mais Jaurès attise les ressentiments nationalistes. Les écrivains Léon Daudet et Charles Maurras, plus belliqueux et bellicistes que jamais, se déchaînent contre celui qui n'est plus que le traître, le Boche Jaurès, l'agent du parti allemand. R. Jaurès ne vaut pas les 12 balles du peloton d'exécution. Une corde à fourrage suffira, lit-on dans la presse conservatrice. Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que Jean Jaurès soit pris de tremblement, renchérit Léon Daudet,
dans l'Action française le 23 juillet 1914. Une déferlante de haine qui se termine dans le sang, à Paris, rue Montmartre, le 31 juillet 1914. Au Café du Croissant, Jean Jaurès, 54 ans, s'effondre. Et avec lui, tous les espoirs de paix qu'il avait incarnés. Ils ont tué Jaurès! Ils ont tué quelqu'un! Jaurès! Jaurès est mort! Édition spéciale! Le lendemain, l'ordre de mobilisation générale est proclamé dans le pays. Le 4 août, une foule immense accompagne le cercueil de Jean Jaurès, mais plus personne pour faire la guerre à la guerre. La France se sent menacée, la patrie est en danger. Comme un seul homme, le groupe parlementaire de la SFIO vote les crédits de guerre